Bonjour chers amis, je vais vous parler aujourd'hui d'un trésor si grand que plusieurs vies, celles de ses propriétaires successifs, n'ont pas été suffisantes pour le tarir, et dont une immense partie serait encore cachée, attendant que quelqu'un vienne le chercher. Ce trésor, on l'appelle le trésor de la Bessonnière. Un simple abbé, qui du jour au lendemain a pu transformer une église à l'abandon, à la toiture éventrée et aux vitraux qui étaient remplacés par des planches, en véritable œuvre d'art. Un simple abbé qui a pu construire une villa somptueuse, villa nommée la Béthanie, y aménager un jardin d'agrément, avec une ménagerie où d'ailleurs il réunit des singes et des haras entre autres, chose peu courante il faut bien l'avouer au début du XXe siècle, et aussi une serre, qui a pu construire deux tours, l'une en verre et l'autre en pierre, la tour Magdala, au bord d'une colline, et enfin qui a pu aussi, du jour au lendemain, accueillir de hautes personnalités, leur offrant les mets et alcools les plus raffinés. Il y a donc là des faits qui font qu'on peut se poser des questions. Il y a de quoi. Alors parlons déjà de l'origine supposée de ce trésor, car il y a plusieurs théories, bien sûr, vu que le secret n'a jamais vraiment été révélé, et qu'en plus, nombre de personnalités de la région ont, après le décès de la Bessonnière, fait courir de nombreuses légendes irréelles afin d'en tirer de la publicité. Et ceci d'ailleurs est bien pire, et la pire chose que l'on puisse faire pour détruire l'histoire et effacer les preuves. À savoir aussi pour la petite histoire que ces légendes serviront de base au best-seller mondial de Dan Brown, Da Vinci Code. La première théorie de l'origine de ce trésor nous amène au début du 5e siècle. En 410, le roi Alaric Ier est le roi des Wisigoths, et il décide d'attaquer Rome pour la troisième fois, l'ayant déjà fait en 408 et en 409. L'Empire romain est au plus bas, et sa capitale n'est d'ailleurs plus Rome, mais Ravenne, depuis déjà l'an 402, soit 7 ans. C'est néanmoins un coup psychologique très dur pour les Romains, dirigés depuis déjà longtemps par des empereurs incompétents. À son arrivée, face aux murailles impressionnantes de la ville, le roi Alaric Ier aurait dit d'ailleurs « Pas grave, plus l'herbe est drue, plus elle est facile à faucher. » Mais les portes lui seront ouvertes, et le pillage qui s'ensuivra durera 3 jours. Alaric Ier s'emparera d'un trésor considérable, résultat des nombreuses conquêtes romaines, dont la fameuse table de Salomon. Ce serait ce trésor que le roi Alaric Ier aurait ensuite caché sur la commune actuelle de Rennes-le-Château, et que la Bessonnière aurait retrouvé des siècles plus tard. Pour ma part, cette théorie est fausse, sans aucun doute, car suite à la prise de Rome, le roi Alaric Ier décide de s'emparer de l'Italie du Sud et tente de regagner l'Afrique, mais meurt en 410 à Calabre, où il serait d'ailleurs enterré avec son butin. En aucun cas il est remonté au nord et rejoint son royaume, mais rien ne prouve que son successeur, le roi Atophe, ne l'ait pas ensuite fait déterrer pour s'emparer des richesses, vu qu'il fit assassiner les esclaves ayant creusé la tombe afin qu'ils ne parlent pas. La deuxième théorie, c'est que Atophe ramène donc le trésor ainsi récupéré et l'enterre en 413 alors qu'il s'empare de Narbonne, Toulouse et Bordeaux. Mais en 414, les Wisigoths partent s'installer à Barcelone, donc il est peu probable qu'ils laissent derrière eux un trésor enterré à quelques kilomètres au sud de Carcassonne, car même si le village de Rennes-le-Château existe déjà, il n'y a pas encore d'église, et ce n'est qu'un petit village perdu au milieu des collines. Une théorie qui est possible, c'est la troisième théorie donc, et ça se passe en 507. Les Wisigoths sont battus par les Francs de Clovis à la bataille de Vouillers. Le roi Alaric II est tué au combat. Les Wisigoths quittent la région de Toulouse avec une partie de trésors et se replient dans la région de Carcassonne et de Narbonne. Deux villes qui resteront aux mains des Wisigoths jusqu'au début du 8e siècle. Ils auraient alors caché leurs trésors dans une de leurs places fortes, Rhédaé, près de Carcassonne, qui deviendra plus tard Rennes-le-Château. Oui, là à mes yeux c'est carrément beaucoup plus plausible. C'est le cœur de leur royaume, et en plus c'est une place forte. Mais une des théories les mieux retenues est celle de Louis IX, appelé également Saint-Louis. Dans la première moitié du XIIIe siècle, le Languedoc est dirigé par le comte de Toulouse, Raymond III, qui par 3 fois essaiera de trahir Saint-Louis en s'alliant aux Anglais, mais il échouera 3 fois, et sera obligé de marier sa fille Jeanne à Alphonse, le frère de Saint-Louis, à cause des traités de Meaux et de Loris.
Le Midi toulousain passe donc ainsi naturellement dans l'escarcelle du roi, et sous la garde d'une personne de confiance, son frère. Saint-Louis, en plus d'être roi de France, est, de 1250 à 1254, à la tête du royaume de Jérusalem. Donc, durant son absence, sa mère, Blanche de Castille, a peut-être fait enterrer sous la garde de son fils Alphonse, en Languedoc, une partie du trésor royal, afin de le protéger des autres seigneurs cupides. Comme il est possible aussi, et pour les mêmes raisons, que Saint-Louis, de retour des croisades, confia toujours à ce Alphonse, le frère, une partie de son butin. En effet, les pillages des croisades étaient considérables. Blanche de Castille ou Saint-Louis, dans les deux cas, c'est effectivement envisageable. Et il reste la théorie qui fut retenue au début du XXe siècle. L'abbé Sonnière aurait simplement amassé son immense fortune, non pas en trouvant un trésor, mais en pillant les tombes du cimetière ou en détournant des fonds, comme certains dons effectués à l'église, et sera d'ailleurs condamné à ce titre. Mais là aussi, pour moi, c'est bancal. Pourquoi ? Parce que ces paroissiens n'étaient souvent que des gens pauvres, des agriculteurs, et les sommes qu'il a dépensées sont largement bien trop considérables. Alors donc, deux origines possibles, réalistes à mes yeux. Mais en fait, comment un abbé aurait-il pu trouver ce trésor caché depuis des siècles ? Eh bien en fait, l'abbé Béranger Sonnière est nommé en 1885 à Rennes-le-Château. À son arrivée, il trouve un village pauvre de 200 habitants. L'église, dédiée à Marie-Madeleine et qui date du 8e siècle, est en très mauvais état. Des planches remplacent les vitraux cassés, la toiture est percée et la pluie a fait des ravages. Pire, à son arrivée, et suite à quelques prises de position, il est suspendu de tout revenu pendant 6 mois par le préfet de l'Aude. Il est donc dans une situation catastrophique. Néanmoins, début 1886, et suite à des dons, il entreprend la rénovation du presbytère pour y loger, ainsi que la réparation de la toiture. Chose choquante à l'époque, il prend aussi la décision d'engager comme gouvernante une jeune servante de 18 ans, Marie Desnarnaud. Celle-ci semble très rapidement dépasser ce simple rôle, ce qui entraînera beaucoup de médisance. Il décide ensuite, en 1887, le remplacement de l'autel, et c'est là que l'histoire commence. Lorsque les ouvriers déplacent la pierre de l'autel, très ancienne, ils découvrent dans l'un des piliers, un pilier en bois encore aujourd'hui visible au musée de Rennes-le-Château, une cache, contenant semble-t-il des rouleaux de bois scellés à la cire, qui contiennent de petits ossements et des parchemins. L'ensemble est donné à l'abbé, qui prétexte qu'ils ont une grande valeur et qu'il va tenter de les déchiffrer. Il existe une autre variante qui dit que les parchemins sont découverts dans une fiole, dans la cage d'un balustre en bois, mais le résultat reste le même. Personne ne sait aujourd'hui, ou n'a la preuve, de ce que contenaient concrètement les parchemins. Puis en 1891, suite à la rénovation du carrelage de la nef, il découvre une dalle sculptée, dite dalle du chevalier. Dans la fosse recouverte par la dalle, il aurait trouvé une boîte remplie de pièces d'or et d'objets religieux précieux. Le prêtre envoie les ouvriers immédiatement, invoquant que ce ne sont que des médailles de Lourdes, et s'enferme dans son église pendant plusieurs jours, sûrement pour explorer le lieu plus en avant. La même année, il aurait mis à jour aussi un tombeau, si on en croit ses carnets personnels. Et ensuite à cela, du jour au lendemain, il commence les aménagements extérieurs de l'église et dessine lui-même le parc visible encore aujourd'hui, malgré quelques modifications. L'attitude de l'abbé paraît de plus en plus bizarre aux villageois quand ils le voient creuser dans le cimetière, bouleverser l'agencement des tombes, s'acharner à effacer certaines épitaphes. Une plainte est même déposée par la mairie en 1892. Dès lors, les habitants voient l'abbé de plus en plus souvent voyager hors du village, souvent pour plusieurs jours, ou même le surprennent à faire des fouilles dans l'église et toujours dans le cimetière. Certains le verraient même creuser dans la campagne environnante. Lors de ces voyages, il serait muni d'une valise, portée par un âne, et même d'une hotte de vendangeur sur les épaules, que l'abbé racontera contenir des pierres pour la décoration de son église ou de son jardin. Le curé se met dès 1891 à faire des dépenses somptueuses dans son église, lui qui vivait dans la pauvreté. Il rénove complètement son église à ses goûts et à ses frais, jusqu'en 1897. Ces goûts choqueront d'ailleurs quelques ecclésiastiques, comme le bénitier soutenu par un diable.
En 1899, la Bessonnière achète 6 terrains à Rennes-le-Château, au nom de sa servante, Marie Desnarnaud, et choisit cette dernière comme sa légataire principale. Sur ces terrains, il fait construire un superbe domaine, construit avec un jardin somptueux et une ménagerie, où sont réunis donc singes et haras, ainsi qu'une serre et 2 tours. La première tour en verre et la seconde tour en pierre, la tour Magdala placée au bord d'une colline. Les deux sont reliés par un chemin de ronde, et il y a aussi la villa Béthanie. Cette villa est prévue pour y accueillir de hautes personnalités, dont les identités seront toujours secrètes, leur offrant tout ce qu'il y a de plus raffiné. Les sommes dépensées sont colossales, et si les villageois ne font que le soupçonner des pires actions, l'échevêché l'accuse de trafic de messes et de dons, à des fins personnelles. L'abbé Béranger Saunière est donc traduit devant son autorité qui le suspend en décembre 1910. Il est alors remplacé par un autre curé. Habitant toujours à Rennes-le-Château, Béranger Saunière décide malgré tout de continuer ses offices dans une petite chapelle de sa villa, où certains habitants viennent le rejoindre, boudant ainsi les messes du nouveau curé. Mais les rumeurs continuent sur un possible trésor découvert par Béranger Saunière, et ce, jusqu'à sa mort en 1917. En 1915 même, un prêtre sera assassiné à Rennes-les-Bains, non loin de là, semble-t-il par erreur étant le remplaçant du père Henri Boudet, un ami de la Bessonnière. A-t-on soupçonné Henri Boudet de connaître une partie du secret, ou a-t-on voulu faire taire certaines personnes dans la confidence? On ne le saura sans doute jamais. Quoi qu'il en soit, à la mort de la Bessonnière en janvier 1917, c'est Marie Desnarnaud, sa servante, qui hérite de sa fortune et de ses biens. Elle est frappée le 24 janvier 1953 d'une attaque cérébrale la laissant muette et paralysée, et elle mourra 5 jours plus tard, le 29 janvier 1953, à l'âge de 85 ans, emportant avec elle le secret. Mais elle se serait confiée pourtant un jour, disant que les gens d'ici marchent sur de l'or sans le savoir. Avec ce monsieur le curé à laisser, on nourrirait Rennes pendant 100 ans, et il en resterait encore, avait-elle dit. En conclusion, je dirais qu'il y a des faits. L'abbé a bien fait construire jardins, serres, demeures et tours somptueuses, qu'il ne pouvait en avoir les moyens de façon naturelle, et que les sommes dépensées sont telles qu'il ne peut s'agir de dons ou de détournements. Donc le trésor a sûrement existé, même si la nature humaine est toujours de dire « Oh non, je n'y crois pas, c'est impossible ». Les faits sont là. Gérard de Sède, auteur de L'Or de Rennes, a estimé les dépenses de l'abbé entre 1891 et 1917 de l'ordre de 1,5 à 2 milliards de francs. La seule chose que personne ne sait, c'est qui trouvera le reste du trésor et où. Voilà, mon récit du mystère du trésor de la Bessonnière est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère bien vous retrouver très bientôt sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles aventures. Au revoir. Il y a donc là des faits qui font qu'on peut se poser des questions. Il y a de quoi. Alors parlons déjà de l'origine supposée de ce trésor, car il y a plusieurs théories, bien sûr, vu que le secret n'a jamais vraiment été révélé, et qu'en plus, nombre de personnalités de la région ont, après le décès de la Bessonnière, fait courir de nombreuses légendes irréelles afin d'en tirer de la publicité. Et ceci d'ailleurs est bien pire, et la pire chose que l'on puisse faire pour détruire l'histoire et effacer les preuves. À savoir aussi pour la petite histoire que ces légendes serviront de base au best-seller mondial de Dan Brown, Da Vinci Code. La première théorie de l'origine de ce trésor nous amène au début du 5e siècle. En 410, le roi Alaric Ier est le roi des Wisigoths, et il décide d'attaquer Rome pour la 3e fois, l'ayant déjà fait en 408 et en 409. L'Empire romain est au plus bas, et sa capitale n'est d'ailleurs plus Rome, mais Ravenne, depuis déjà l'an 402, et se replie dans la région de Carcassonne et de Narbonne. Deux villes qui resteront aux mains des Wisigoths jusqu'au début du 8e siècle. Ils auraient alors caché leur trésor dans une de leurs places fortes, Rhédae, près de Carcassonne, qui deviendra plus tard Rennes-le-Château. Oui, là à mes yeux c'est carrément beaucoup plus plausible. C'est le cœur de leur royaume, et en plus c'est une place forte. Mais une des théories les mieux retenues est celle de Louis IX, appelé également Saint Louis.
Dans la première moitié du XIIIe siècle, le Languedoc est dirigé par le comte de Toulouse, Raymond III, qui par 3 fois essaiera de trahir Saint-Louis en s'alliant aux Anglais. Mais il échouera 3 fois et sera obligé de marier sa fille Jeanne à Alphonse, le frère de Saint-Louis, à cause des traités de Meaux et de Loris. Le Midi toulousain passe donc ainsi naturellement dans l'escarcelle du roi, et sous la garde d'une personne de confiance, son frère. Saint-Louis, en plus d'être roi de France, est de 1207 ans. C'est néanmoins un coup psychologique très dur pour les Romains, dirigés depuis déjà longtemps par des empereurs incompétents. À son arrivée, face aux murailles impressionnantes de la ville, le roi Alaric Ier aurait dit d'ailleurs « Pas grave, plus l'herbe est drue, plus elle est facile à faucher ». Mais les portes lui seront ouvertes, et le pillage qui s'ensuivra durera 3 jours. Alaric Ier s'emparera d'un trésor considérable, résultat des nombreuses conquêtes romaines, dont la fameuse table de Salomon. Ce serait ce trésor que le roi Alaric Ier aurait ensuite caché sur la commune actuelle de Rennes-le-Château, et que la Bessonnière aurait retrouvé des siècles plus tard. Pour ma part, cette théorie est fausse, sans aucun doute, car suite à la prise de Rome, le roi Alaric Ier décide de s'emparer de l'Italie du Sud et tente de regagner l'Afrique, mais meurt en 410 à Calabre, où il serait d'ailleurs enterré avec son butin. En aucun cas il est remonté au nord et rejoint son royaume, mais rien ne prouve que son successeur, le roi Athof, ne l'ait pas ensuite fait déterrer pour s'emparer des richesses, vu qu'il fit assassiner les esclaves ayant creusé la tombe afin qu'ils ne parlent pas. La deuxième théorie, c'est que Athof ramène donc le trésor ainsi récupéré et l'enterre en 413 alors qu'il s'empare de Narbonne, Toulouse et Bordeaux. Mais en 414, les Wisigoths partent s'installer à Barcelone, donc, pour ma part, il est peu probable qu'ils laissent derrière eux un trésor enterré à quelques kilomètres au sud de Carcassonne, car même si le village de Rennes-le-Château existe déjà, il n'y a pas encore d'église, et ce n'est qu'un petit village perdu au milieu des collines. Une théorie qui est possible, c'est la troisième théorie donc, et ça se passe en 507. Les Wisigoths sont battus par les Francs de Clovis à la bataille de Vouillers. Le roi Alaric II est tué au combat. Les Wisigoths quittent la région de Toulouse avec une partie de trésors. Bonjour chers amis, je vais vous parler aujourd'hui d'un trésor si grand que plusieurs vies, celles de ses propriétaires successifs, n'ont pas été suffisantes pour le tarir, et dont une immense partie serait encore cachée, attendant que quelqu'un vienne le chercher. Ce trésor, on l'appelle le trésor de la Bessonnière. Un simple abbé, qui du jour au lendemain a pu transformer une église à l'abandon, à la toiture éventrée et aux vitraux qui étaient remplacés par des planches, en véritable œuvre d'art. Un simple abbé qui a pu construire une villa somptueuse, villa nommée la Béthanie, y aménager un jardin d'agrément, avec une ménagerie où d'ailleurs il réunit des singes et des haras entre autres, chose peu courante il faut bien l'avouer au début du XXe siècle, et aussi une serre, qui a pu construire 2 tours, l'une en verre et l'autre en pierre, la tour Magdala, au bord d'une colline, et enfin qui a pu aussi, du jour au lendemain, accueillir de hautes personnalités, leur offrant les mets et alcools les plus raffinés,